Si tu es ou veux devenir développeur web, tu dois absolument connaître le SQL, car de nos jours, tous les sites web dynamiques disposent d'une base de données. Et tu l'auras compris, c'est le SQL qui va permettre aux développeurs web de communiquer avec la base de données. Alors tu pourrais me dire que de nos jours, on a de nombreux frameworks qui en fait cachent la partie SQL par le biais de fonctions qui appellent du SQL derrière, mais c'est toujours important de connaître comment ça fonctionne sous le capot. Et donc, parfois, on est aussi obligé de créer nos propres requêtes SQL dans des cas très spécifiques. Je vais donc te montrer pas à pas comment créer des requêtes SQL en voyant toutes les commandes possibles et les plus utilisées par les développeurs. Pour ne pas te faire perdre de temps à installer un logiciel quelconque pour exécuter du SQL, je te propose d'aller dans la description de la vidéo et de cliquer sur le lien datawithdev.com/SQL Playground pour ensuite vous retrouver sur la page que vous voyez ici sur mon écran. On va pouvoir appuyer sur le bouton Create Empty Database et donc là on va se retrouver sur bien une fenêtre où on peut écrire du texte. C'est ici qu'on écrira nos requêtes SQL. On voit à gauche en fait la base de données. Alors, on a du coup une base de données qui s'appelle tout simplement database. On ne va pas pouvoir en créer d'autres dans ce playground. Mais du coup, on va commencer par l'expliquer les requêtes de base de données, de création, de modification, de suppression de base de données. La syntaxe SQL se base sur des mots-clés qui sont en anglais. Et comme le mot SQL veut dire Structured Query Language, c'est donc en fait un langage structuré avec des notions d'ordre de mots-clés. On ne va pas pouvoir placer certains mots-clés avant un autre ou après un autre, par exemple. Mais on verra ça par la suite. Pour commencer, du coup, on a une base de données qui s'appelle Database. Si on serait dans un environnement donc, où l'on peut créer plusieurs bases de données, on pourrait en fait être amené à utiliser une base de données à un moment donné ou une autre. On pourrait du coup exécuter la commande use database comme ceci. Donc là, si j'exécute, voilà, ça va pas fonctionner. Alors déjà, c'est database comme ceci, suivi du nom de la base de données. Mais là non plus, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas dans un environnement qui prend en charge ceci. Dans la vraie vie, on pourrait du coup utiliser use database 1. On écrirait voilà, une requête SQL. Et ensuite, on pourrait très bien faire ceci pour utiliser une autre base de données et ensuite exécuter d'autres requêtes SQL sur cette base de données. Pour supprimer une base de données, on a la commande drop qui nous permet ici de supprimer la base de données database 1. Pareil, on ne va pas pouvoir tester. Mais on va passer du coup au vif du sujet, c'est-à-dire la création de tables. Puisqu'une base de données, le principe c'est qu'elle comporte des tables. Les tables qui vont comporter des colonnes. Et grâce à ça, on va créer bien des données que l'on va pouvoir stocker. Pour créer une table, on va avoir le mot-clé create. Alors on prend l'habitude d'écrire les mots-clés tout en majuscules par convention. Même si on écrit sans majuscules, hein, ça va quand même fonctionner. Mais c'est pour séparer les mots-clés du wording donc, que l'on écrit nous-mêmes. Donc là par exemple, si je veux créer une table, je vais utiliser la commande create table, suivi du nom de ma table. Donc là ça peut être n'importe quoi, donc c'est pour ça que je ne vais pas mettre de majuscules. Par exemple la table test, comme ceci. Pour créer une table, il nous faut obligatoirement au moins une colonne. Donc on va mettre à la ligne entre parenthèses. Ici, il nous faut le nom de la colonne. Donc pareil, c'est un mot, ça peut être n'importe quel mot, un toto, colonne. On peut du coup ensuite spécifier le type. Donc on a le type int pour integer, pour un nombre, varchar pour eh bien, une chaîne de caractères variable. On va rester simple, on verra pour la suite du cours. Là, on va utiliser tout simplement int. Alors d'ailleurs, c'est peut-être integer, on va voir ici. Normalement, on est sur un environnement MySQL ou SQLite. On lance. OK. On a créé notre table int, donc on est bon. On voit du coup à gauche la table test et la colonne du coup qui est bien de type int. Donc effectivement, ça peut être int ou integer, c'est la même chose. Alors là, si je lance la commande, ça ne va pas fonctionner car on a effectivement déjà la table qui existe. On va pouvoir faire une commande juste avant, drop table test. Donc on utilise aussi les points-virgules pour fermer la ligne de la commande actuelle. Et voilà, on nous dit qu'il y a des types integer ici, mais int et integer c'est la même chose, hein, c'est juste des mots-clés, des alias on va dire. Ok, donc là on a notre table test qui a été créé.
On a la possibilité de modifier une table grâce à la commande alter table. On utilise ensuite le nom de la table. Et ensuite, on a la possibilité alors soit d'utiliser de rester sur la même ligne. Donc, par exemple, avec la fonction add, on a la possibilité d'ajouter une nouvelle colonne. Colonne 2. Cette fois-ci, je veux qu'elle soit de type varchar 255. On a du coup la possibilité aussi d'écrire à la ligne comme ceci, ça va fonctionner. Des fois ça peut être plus lisible si on a une ligne qui est très très longue, ça peut être compliqué à lire. Là comme ça on reste cohérent. Je lance ma commande, je me retrouve avec l'ajout de la colonne que l'on voit ici. On a bien donc une colonne numéro 2 de type varchar 255, ça veut dire qu'en fait dans la colonne 2 on va pouvoir écrire du texte de maximum 255 caractères, 255 d'ailleurs qui est la limite maximale d'une colonne varchar. Si on écrit 256, ça ne va pas fonctionner. Donc on a vu la suppression de table grâce à drop table test. Donc afin de continuer, on va supprimer la table test avec drop table test. Du coup, ok. Ensuite, on va créer deux tables qui vont nous permettre de créer des articles et des utilisateurs. Un article va être lié à un utilisateur pour savoir qui a créé l'article. On commence du coup par la création de la table utilisateur. Create table. Alors on va pouvoir voir ici un autre mot-clé. If not exist. Qui va nous permettre de créer la table uniquement si elle n'existe pas. Lorsqu'on exécute un script plusieurs fois d'affilée par exemple, ça ne va du coup pas planter. Create table if not exist. Utilisateur. On va ouvrir la fermer de parenthèse. Et à l'intérieur du coup on va exécuter. On va utiliser un identifiant unique qui va permettre de représenter une ligne de la table utilisateur de manière unique. On va utiliser des mots-clés, donc, alors ici on va utiliser integer pour signifier que c'est un entier, suivi de la clause primary key, clé primaire, ce qui signifie que cet identifiant doit être unique et qui représente, cela représente tout simplement l'utilisateur de manière unique. Et ensuite, on va utiliser la clause auto increment qui va permettre d'auto-incrémenter le chiffre ID lorsque l'on insère dans la table un utilisateur. Donc le premier qu'on insérera, ce sera 1, puis 2, puis 3, et ainsi de suite. On utilise ensuite une virgule pour dire que l'on va créer une deuxième colonne, une autre colonne. On va vouloir que l'utilisateur ait un nom et un prénom, et que ces champs, ces colonnes, soient obligatoirement renseignés. On va utiliser le type varchar, qui donc représente une chaîne de caractères variable, jusqu'à un maximum ici de 255 caractères, c'est ce qui est entre parenthèses. On aurait pu spécifier par exemple 100. On peut le laisser comme ça. Et ensuite, on va utiliser note nulle pour dire que lorsque l'on va faire une insertion d'un utilisateur dans la base de données, on est obligatoirement le nom de renseigné. S'il n'est pas renseigné, il y aura une erreur. Prénom varchar, pareil, on peut spécifier 100 caractères. Note nulle. À la fin, il ne faut pas mettre de virgule, sinon ça va être planté. Et on va utiliser le petit point virgule pour dire qu'on a fini notre ligne d'exécution ici. On lance la commande. On a bien notre table utilisateur de créer avec nos différents champs. On va s'occuper ensuite de la table article. Alors je vais copier ceci. Create table if not exist article. L'ID, on laisse la même chose. Au lieu d'un nom, on va mettre un titre. Voilà, comme ceci. Au lieu du prénom, on va mettre date publication. On veut savoir quand est-ce que notre article a été créé. Ça ne va pas être un varchar, mais un date time. Alors on peut ici spécifier que la date de publication peut être nulle. Donc on enlève tout simplement le note nul. Par défaut, c'est du label. Et enfin, une colonne ID utilisateur qui va nous permettre de faire la liaison integer entre la table utilisateur et la table article pour savoir qui a créé cet article. Pour établir cette liaison, il nous faut utiliser un autre mot-clé, foreign key, clé étrangère. Après le mot-clé foreign key, il faut spécifier la colonne de la table actuelle qui va servir à faire référence à une autre colonne d'une autre table. Dans notre cas, c'est la colonne ID utilisateur qui va devenir la clé étrangère.
et qui va faire référence, donc grâce au mot-clé references, on va faire référence à la table utilisateur, et entre parenthèses, on spécifie quelle colonne de la table utilisateur on fait référence. Donc là, si on reprend, on a notre table article, avec notre colonne ID utilisateur, qui va faire référence à la colonne ID de la table utilisateur. Je crée ceci, j'ai bien ma table article, j'ai bien ma table utilisateur, on est bon. On va passer à l'insertion de données. Donc là, je vais nettoyer ceci, ça ne sert pas que je la garde. Après, on peut très bien sauvegarder ceci en create table query et sûrement faire voilà, une nouvelle query. Et là, par exemple, on peut l'appeler insert into. Et donc, les clauses insert into, ça va être les clauses qui vont nous servir à créer, à insérer des données dans la base de données, dans nos tables, pardon. Pour insérer des utilisateurs, on a la possibilité d'utiliser donc insert into, le nom de la colonne, le nom de la table, utilisateur, entre parenthèses, le nom des colonnes. Donc ici on a nom, prénom, ou alors on pourrait, donc on peut écrire nom, prénom, ou alors on pourrait très bien écrire prénom, nom. Dans mon cas, je vais utiliser prénom, nom, values, donc pour voir que l'on peut le faire en fait, pas obligatoirement dans l'ordre des colonnes ici. Ensuite, il faut utiliser le mot-clé values pour indiquer quelle valeur on insère dans la base de données. Donc si on insère Pierre Dupont, donc le prénom ce sera Pierre et le nom Dupont. J'exécute cette ligne. Hop, donc là on n'a pas d'erreur. Je vais pouvoir utiliser une autre syntaxe. Enfin une syntaxe qui permet d'insérer de manière multiple des utilisateurs. Donc là, comme ceci, avec une virgule, suivie du coup eh bien d'autres valeurs. Donc là on va plutôt insérer Jean de la rue, virgule David Durand, virgule Hugo Dupont. J'exécute cette requête. On n'a pas d'erreur, on a réussi à insérer correctement des utilisateurs dans notre base de données, dans notre table. On va passer ensuite à la requête qui est sans doute la plus utilisée dans le SQL, c'est la requête forcément d'affichage de données. On a donc le mot-clé select. On va utiliser étoile from utilisateur. Alors le mot-clé select va nous permettre de dire bien qu'on veut afficher des données. L'étoile va nous permettre de sélectionner toutes les colonnes de la table utilisateur. From, ça permet de dire qu'après le mot-clé from, on s'attend à recevoir le nom d'une table. On obtient bien, vous voyez, tous nos petits utilisateurs. On pourrait obtenir le même résultat en écrivant select ID, nom, prénom. Donc ça revient à écrire select étoile. Si je veux uniquement sélectionner le nom et le prénom, j'enlève ID, j'utilise nom, virgule prénom. Voilà ce que l'on a comme résultat. On a la possibilité d'utiliser le mot-clé limite pour obtenir un seul résultat avec limite 1. On obtiendra le premier, donc là on va pouvoir faire un select étoile. Voilà. On a la possibilité d'utiliser limite 2 du coup, donc avec le nombre que l'on veut derrière pour obtenir le nombre de résultats que l'on souhaite. Ici on obtient du coup 2. On a la possibilité de modifier en fait le nom ici des colonnes. Par exemple, si je sélectionne nom, virgule prénom, imaginons qu'on veuille que le nom soit en majuscule. On va du coup utiliser select nom as nom en majuscule comme ceci. Et vous voyez ma colonne ici a été renommée. On peut utiliser aussi des fonctions. Alors pareil, du coup ici on peut aussi faire prénom avec un accent par exemple. Voilà. On peut donc utiliser des fonctions comme j'allais le dire, avec le select, et donc ici le nom d'une fonction, le concat, alors qui doit sûrement exister. Hop, dès qu'on n'a pas l'autocomplétion. Non, la fonction concat n'existe pas ici. Donc le concat provient sûrement de MySQL, mais ce sont des fonctions qui sont un peu différentes selon le moteur de base de données que l'on utilise. Avec SQLite, j'ai vu sur internet, on va pouvoir utiliser l'opérateur ici, compte, donc comme ça pour dire qu'on veut un espace entre les deux. Voilà. Et donc là on voit que c'est pas beau. On veut la limite déjà. Le nom de la colonne, ça en fait c'est tout ceci. On va pouvoir utiliser as, et là on utilise par exemple, on va écrire nom complet.
Et voilà ce que l'on a. Du pont Pierre, du la rue Jean, du rang David, du pont Hugo. On peut ensuite trier nos données. Donc là, si je reviens à la syntaxe basique, select étoile from utilisateur, on a la clause order by name. Tac. Name, pardon. Non. Et donc là, on a nos utilisateurs qui sont triés par nom. Par prénom, ça va du coup changer. On a d'abord David, voilà. Donc, c'est d'abord en ordre ascendant. Grâce à un mot-clé ask, on spécifie ici l'ordre ascendant. Si j'utilise desk, on aura par ordre descendant, donc par le contraire. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'order by. Je vous avais dit aussi au début de vidéo qu'il y a des ordres à respecter, c'est-à-dire que là, si je fais un select étoile from utilisateur, en fait, je ne vais pas pouvoir écrire par exemple select étoile order by prénom from utilisateur. Non. Donc ça, c'est une logique à avoir. Une fois qu'on l'a, ça devient facile. Et maintenant, on va insérer des données dans la table article afin du coup de jouer avec les liaisons des utilisateurs. Alors, insert to article, titre, date, publication, ID, utilisateur. Et au niveau des values, du coup, on va aller à la ligne. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va écrire le titre, créer un site web avec l'IA. On utilise l'anti-slash pour pouvoir utiliser une single quote aussi à l'intérieur du titre. On va utiliser la date au format anglais, donc pour le 1er janvier 2023-01-01. Et l'ID utilisateur que l'on souhaite utiliser pour créer l'article. Est-ce que ça fonctionne? Nirir. Ah, l'anti-slash ne fonctionne pas a priori. Est-ce que les doubles guillemets fonctionnent? Non. Il attend une colonne, donc pas grave, on va enlever les doubles guillemets ici. Les doubles guillemets, oui. Hop, on va faire comme ça, sans apostrophe. On va créer un autre article. Par exemple, utiliser chat GPT comme un pro. On va utiliser du coup la date du 24 juin, ID utilisateur 2, et une autre valeur, par exemple brouillon, pour un article qui n'a pas été publié, et on n'a pas d'infos sur la date de publication, ni l'ID utilisateur, nul. Parfait. Donc on va faire un select étoile from article. Voilà ce que l'on a. Super. Ce que l'on a aussi avec le select, c'est le distinct. Donc si on fait un select étoile from utilisateur, on a vu qu'on a de la rue, du rang, du pont. Imaginons que l'on veuille récupérer tous les noms de manière distincte, qui sont ici. On devrait avoir de la rue, du rang et uniquement du pont, donc 3 lignes. On va pouvoir utiliser la clause select distinct. Et ensuite, le nom de la colonne que l'on veut, c'est nom, que l'on souhaite revoir de manière distincte. Et voilà, on a du coup du pont, de la rue et du rang. On n'a pas de doublon en fait. On a la possibilité de mettre à jour les données grâce à la clause update article. Alors déjà, on va d'abord faire un select étoile from article where id égale 1. Donc la clause where va nous permettre de récupérer uniquement l'article qui a l'id 1. Ensuite, on va pouvoir le mettre à jour. Update article, set. Le clé set, après le mot-clé set, on s'attend à recevoir le nom de la colonne. Après le mot-clé update, le nom de la table. Imaginons que l'on veut mettre à jour la date de publication. Que l'on souhaite mettre à jour. Cette date de publication égale la nouvelle valeur, 2024-01-01. Si on utilise ceci, ça va mettre à jour absolument tous les articles. Pour mettre à jour uniquement l'article numéro 1, il faut utiliser le mot-clé where à la suite. ID égale 1. Ou alors on aurait pu mettre where titre égale, créer un site web avec l'IA. On va ensuite réexécuter cette commande. On va mettre un point virgule ici. Hop. Et vous voyez qu'à la fin, on se retrouve bien avec 2024-01-01. Donc on a bien la mise à jour qui s'est fait effectuer. Alors, si l'on revient ici à la sélection, tac, qu'est-ce qu'on a? On a ceci comme article.
On va pouvoir utiliser des mots-clés tels que like, or, bet ou between pour filtrer différemment nos articles. Select étoile from article. Donc imaginons qu'on veut récupérer eh bien, l'article qui contient le mot chat ou bien site. Where, titre, like. Et ici, on a une syntaxe un peu particulière qui consiste à dire pourcent chat pourcent. Cela va signifier ici, tout simplement, où le titre contient le mot chat. Voilà. Donc là, si on utilise le select étoile comme ceci, on devrait se retrouver avec utiliser ChatGPT comme intro. Voilà. Si l'on utilise le mot site, voilà ce que l'on a. On a une autre fonction, enfin une fonction, il faut juste jouer avec les pourcents. Comme ceci, si l'on utilise créer, non, c'est le contraire, pardon. Ici, cela signifie qu'il faut que cela commence par le mot créer. Donc on aura uniquement créé un site web avec l'IA. Si on utilise ici IA, on va voir qu'on n'a pas de résultat car il n'y a aucun titre qui commence par le mot IA. Par contre, on a vu qu'on a un titre qui termine par IA, donc on utilise le pourcent juste au début. Le pourcent, ça signifie en gros, peu importe ce qu'il y a avant, mais il faut que ça se termine par IA. Voilà. On a la possibilité aussi d'utiliser le mot-clé OR pour cumuler les filtres. Donc, ou ID utilisateur égale 2 par exemple. Et on devrait avoir deux résultats. Le résultat où on a mon ID utilisateur à 2 et le résultat où on a mon titre qui termine par IA. On a aussi, par exemple, si on part sur la table utilisateur, la possibilité de faire where prénom égale Pierre. On obtient, voilà, Pierre. Aussi, du coup, le mot-clé end, nom égale Dupont. Et donc là, on a les deux qui matchent, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'on avait? On devait avoir du Durand. Là, forcément, on ne va pas avoir de résultat, car on a la clause et, qui signifie que ces deux filtres doivent correspondre du coup à ces valeurs. On a la possibilité de trier aussi par date. Where, alors on va faire un select comme ça classique. Ok. Where date publication. Donc on peut tout simplement utiliser le mot l'égalité égale 2024 01 01. Voilà. Ou bien on peut utiliser le mot-clé between ici, pour avoir les articles situés entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024. Oups. Et voilà, on obtient du coup nos deux articles. Si on veut récupérer tous les articles qui n'ont pas de date de publication, donc tous les brouillons, on a tout simplement le isNull qui peut être utilisé. Et on obtient ici mon article qui est en brouillon. Si je veux supprimer mon article, je peux utiliser la fonction delete from article. Alors là, si j'utilise la delete from article comme ceci, ça va absolument supprimer tous mes articles. Je peux sinon, donc je peux spécifier quel article supprimer grâce à where id égale 3. Ou alors j'aurais pu dire where date publication is null. Il a été supprimé a priori. Select étoile from article. Et voilà, je n'ai plus que deux articles. Donc ce que l'on va faire, c'est réinsérer dans notre table article eh bien, le brouillon. Into article, qu'est-ce qu'on a? On a titre, date, publication, ID utilisateur, values, brouillon, nul, nul. Ok. Select, étoile, from utilisateur, from article, pardon. C'est bon, on a ce qu'il faut. Alors maintenant, on va parler des jointures. Alors la jointure, ça va permettre de joindre plusieurs tables entre elles grâce à nos clés étrangères si vous vous souvenez qu'on a créé au tout début lors de notre create table ici. Donc là, on a un lien entre les tables utilisateur et article. On va partir du coup de la table utilisateur. Donc select étoile from utilisateur. Ce que l'on va faire, c'est utiliser le mot-clé join
Et donc on utilise la table de jointure. Donc on veut ici rejoindre la table utilisateur et article. Alors si on fait ça, bon bah, ça va pas marcher beaucoup. Voilà, on a des choses vraiment pas terribles. Il nous faut utiliser le mot-clé on pour spécifier sur quelle colonne donc, on effectue la jointure, la liaison. Donc là, on va parler du coup de la table utilisateur. Alors, ça peut être dans l'ordre que l'on veut ici. On peut utiliser la première que l'on a sélectionnée, ou bien article, enfin, je vais vous montrer, utilisateur.id égale article, point, et donc la colonne ID utilisateur. Si je fais cette jointure, je me retrouve uniquement avec deux colonnes, avec deux lignes, pardon. Si je fais un select étoile from article, on va voir que c'est logique. Parce que j'ai l'article brouillon qui est rattaché à aucun utilisateur. Donc si je fais cette jointure là, eh bien je me retrouve ici avec uniquement les articles et les utilisateurs, enfin les articles pardon, qui ont un utilisateur. Donc comme je vous disais, on peut l'écrire dans n'importe quel sens, c'est-à-dire que on pourrait écrire article.id utilisateur égale utilisateur.id. Voilà. Le join, ça revient aussi à écrire inner join. La clause inner join ou join, ça signifie que l'on souhaite eh bien, en fait, obtenir les articles et les utilisateurs qui ont ID utilisateur qui n'est pas nul en fait. Donc, on veut absolument ici tous les articles qui ont été créés par des utilisateurs. On a la possibilité d'utiliser le left join qui va nous retourner eh bien du coup. Donc le left join, comme son nom l'indique, c'est une jointure de gauche, c'est-à-dire qui provient en fait, on va récupérer toutes les lignes qui proviennent de la table de gauche. Donc la table de gauche en fait, c'est par rapport à notre jointure, on commence par la table utilisateur, donc c'est la table gauche. On fait la jointure sur article, donc c'est la table droite. Comme c'est la table gauche, on récupère tous les utilisateurs, mais en plus, on va récupérer tous les articles qui sont liés à des utilisateurs, ici 1 et 2. Voilà. On a aussi la table, la sélection right join, pardon. Hop. Ah, ce n'est pas supporté ici. Mais du coup, pour effectuer le right join, en fait, on utilise souvent plutôt le left join, mais en fait, on va inverser, c'est-à-dire qu'on va faire un select étoile from article, left join utilisateur, comme ceci. Et du coup, là, en fait, on récupère tous les articles, plus les utilisateurs qui sont reliés à ces articles. Voilà. Donc ça, c'est la différence un petit peu compliquée de ces jointures. On a ensuite les fonctions d'agrégation. Si je vais du coup sur ma table article, select étoile, imaginons que je veuille compter le nombre d'articles. Je vais tout simplement utiliser le select count, suivi de l'étoile, et on se retrouve avec 3. Alors pareil, on peut utiliser as number of articles, par exemple, et voilà, on a une colonne qui est propre. On va avoir aussi la fonction min, pour avoir par exemple la première date de publication, savoir quand est-ce que le premier article a été publié sur notre site. Select min de date de publication from article, c'est le 24 juin. Et si je veux l'article le plus vieux, c'est le 24, enfin le plus récent, c'est le 1er janvier 2024. On va pouvoir construire une requête complexe en utilisant les mots-clés select, from, let join et group by qui va nous permettre de regrouper des résultats ensemble lorsque l'on utilise notamment des fonctions d'agrégation comme on a vu. Donc là l'objectif ça va être de créer une requête SQL qui va nous permettre de retourner comme ici le nom complet suivi du nombre d'articles par utilisateur du coup, d'où la notion de group by. Ce que l'on va faire du coup c'est récupérer le nom complet en utilisant alors select. Je vais vous montrer d'abord from utilisateur, donc select étoile from utilisateur. On a la possibilité en fait d'utiliser un alias pour nos tables. Donc là, cette requête nous renverra tous les utilisateurs. On peut utiliser un alias en mettant ici eh bien, notre alias à la suite, après un espace, U. Et ça va nous permettre d'utiliser U.
non. Dans le cas où on aurait vraiment plusieurs tables, ça va servir à identifier du coup plus facilement, enfin, avec un raccourci, notre table. Donc on va concaténer tout ça. U.prénom as nom complet. Oui, il nous faut mettre l'opérateur ici. OK. Ensuite, virgule, count de... Alors ici, on va dire a.id. C'est pour compter le nombre d'articles, mais pour avant ça, il va falloir effectuer la jointure. Donc on va utiliser left join pour récupérer tous les utilisateurs et tous les articles qui sont reliés. Article a on u.id égale a.id utilisateur, comme ceci. Alors là, il faut faire un count as nombre d'articles. Voilà. Donc là, c'est pas tout à fait ce qu'on veut, puisqu'on a uniquement du Dupont-Pierre et le nombre d'articles 2. Pour remédier à ce problème, il faut utiliser le groupe by, car on a une fonction d'agrégation et une requête de sélection ici. Et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est regrouper par ID utilisateur, car c'est ce qui est unique. On va pouvoir aussi le sélectionner. Ok. Et donc, on se retrouve avec Dupont-Pierre qui a bien un article, de la rue Jean qui a bien aussi un autre article, Durand David qui n'en a pas, et Dupont Hugo qui n'en a pas non plus. C'est exactement le résultat escompté. Alors, on va pouvoir insérer une nouvelle ligne. Insert into Dupont. Bon, oula, insert into article. On va créer un nouvel article qui appartient à Dupont-Pierre. Titre. Date. Publication. ID. Utilisateur. Values. Donc là, on va mettre tout simplement test. Suivi de 2023-02-21 par exemple. Et ensuite l'ID utilisateur, c'est-à-dire 1. C'est fait. Ok. Donc si on reteste, on a bien 2 articles pour Dupont-Pierre. Et on a la fonction having qui va être un peu différente, enfin, qui va être comme la fonction where, mais pour les fonctions d'agrégation. Donc là, vous voyez qu'on a notre count, alors que l'on va pouvoir appeler, par exemple, nombre articles, tout simplement comme ceci. Voilà. Et on va pouvoir utiliser, après le groupe by, having, nombre articles supérieur ou égal à 1. Et dans ce cas-là, on devrait voir disparaître les lignes 3 et 4. Voilà. On a donc du coup tous les utilisateurs qui ont des articles, qui ont au moins un article de créer. En fait, si vous utilisez le mot-clé where, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Voilà. Il n'en veut pas. Et c'est tout pour moi concernant ce cours sur le langage SQL dédié principalement aux débutants. J'espère que tu as bien appris à utiliser le SQL. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si tu as des questions ou autres. Et je vous retrouve très bientôt pour nos prochaines vidéos.